L'objectif est de s'unir contre une Allemagne de plus en plus menaçante. Nos entretiens ont été francs, directs et cordiaux. Nous n'avions qu'une préoccupation. Nous n'avisions qu'un but, maintenir la paix. La Grande-Bretagne, l'Italie, la France, lorsqu'elles sont unies et résolues, représentent une force matérielle à l'abri de laquelle le monde se sent rassuré. Beaucoup d'encre, beaucoup de salive, peu d'effet. Le front de Streza, dressé contre l'Allemagne, se désagrège promptement. Moins d'un mois plus tard, Londres, obsédé par le péril communiste, fait cavalier seul et signe avec Berlin un accord naval qui ouvre à l'Allemagne de vastes possibilités de réarmement. Hitler a les mains libres et il peut envisager un coup de force de plus grande ampleur. Tandis qu'en France, devant la montée de la menace hitlérienne, on regarde au contraire vers Moscou. Staline, maître absolu de l'URSS, est inquiet de la montée du nazisme. Pierre Laval signe avec l'ambassadeur soviétique un traité d'assistance mutuelle en mai 1935. Les démocraties se dispersent, les lignes se brouillent. Quant à Mussolini, sa participation à la conférence de Streza n'a été qu'un moyen de neutraliser l'Angleterre et la France dans la perspective de son ambition secrète en Afrique. Le 3 octobre 1935, le Duce lance ses troupes à l'assaut de l'Éthiopie à partir de la Somalie italienne. Mussolini rêve de constituer un empire colonial en Afrique, égal à celui des Français et des Anglais. Le Duce méprise la Société des Nations. Il a pu vérifier, lors de la crise mandchoue, la faiblesse des diplomates de Genève, dès lors qu'une grande puissance est en jeu. L'armée italienne, moderne, mécanisée, riche en tanks et en avions, affronte un ennemi dont l'équipement est d'un autre siècle. Elle n'hésite pas à employer des gaz de combat pour venir à bout des soldats éthiopiens. Dans ce palais, la Société des Nations va s'occuper aujourd'hui des affaires d'Éthiopie. Les délégués arrivent au palais, le baron Aloisi pour l'Italie, M. Laval, M. Iden, qui représente l'Angleterre. Action must now be taken. It is for the members of the League of Nations collectively to determine what that action should be. Nous sommes tous liés par une solidarité qui fixera notre devoir. Nos obligations sont inscrites dans le pacte. La France ne s'y soustraira pas. L'institution de Genève n'est prête qu'à entendre des discours dont l'emphase ne dissimule pas le creux et à voter des sanctions économiques contre l'Italie, dont chacun sait que personne ne souhaite les appliquer vraiment. L'Amérique de Roosevelt pourrait décréter un embargo sur le pétrole en direction de l'Italie. Mais commerce oblige, les compagnies pétrolières américaines veillent à l'en empêcher. Le charbon allemand parvient généreusement en Italie. Quant à la France, elle ne souhaite aucune sanction. Il faut garder l'Italie au sein de la coalition de Streza contre les initiatives allemandes. Coûteuse illusion. Lâcheté notoire. En définitive, les sanctions mineures que Genève peut imposer n'ont pour effet que de souder l'opinion italienne autour du Duce. Le peuple italien affirme de plus en plus sa volonté de résistance aux sanctions. Voici les femmes italiennes venant déposer sur l'autel de la patrie leurs alliances d'or. Fate il grido della tua fermissima, incrollabile decisione riempia il cielo e giunga ai nostri soldati nell'Africa orientale. La passivité des démocraties est mortelle à long terme. Hitler compte bien en tirer avantage à son tour.
Son mépris pour la Société des Nations est insondable. Il confie « Ces gens rassemblés à Genève ne sont qu'un misérable troupeau. Ils n'agissent pas, ils se bornent à protester et toujours trop tard. » Pour le vérifier, Hitler tente un coup de force. En mars 1936, il fait entrer 30 000 soldats sur la rive gauche du Rhin, qui était démilitarisée depuis 1919. Le traité de Versailles est en passe de devenir un chiffon de papier. La zone tampon qui devait assurer la sécurité de la frontière française n'est plus qu'un souvenir. Hitler et ses généraux sont inquiets. Le contingent allemand est peu nombreux et faiblement armé, sans chars ni artillerie lourde. Une riposte immédiate de la France avec le soutien soviétique, l'appui de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Pologne, ferait probablement s'écrouler le régime nazi. Mais les pays concernés se bornent à échanger des notes diplomatiques indignées sans que rien de concret ne suive. En France, Albert Sarraut, président du Conseil, fait à la radio une déclaration martiale. Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg sous le feu de canons allemands. Puis il rentre se coucher. Hitler remporte son coup de force, qui n'était en fait qu'un coup de bluff. Le peuple allemand est convié à ratifier par plébiscite la politique du Führer. Le ministère de la Propagande a habilement organisé le référendum en une immense fête populaire. Goebbels contrôle la machine. Les cornichons volants font campagne pour le oui, au-dessus des grandes villes. Pour que chaque Allemand puisse recevoir la parole du Führer, des publicités encouragent à s'équiper en poste de radio. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. La population allemande approuve la politique hitlérienne à 99% des suffrages. Ainsi peut-il méditer tranquillement des annexions territoriales. Avec Göring, son proche séide, Hitler planifie une vaste flotte aérienne. Chaque mois qui passe enfle désormais la puissance militaire du Reich. Pendant ce temps, en Éthiopie, le pilonnage italien arrive à son terme. Et malgré la résistance héroïque de la population, les troupes du Duce prennent et pillent la capitale, Addis Abeba. L'Empire d'Éthiopie est annexé au Royaume d'Italie. E al mondo che la guerra è finita! L'Etiopia è italiana! Viva l'Italia! Le 30 juin 1936, le Négus Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, vient à Genève pour y plaider devant la Société des Nations la cause de son pays martyrisé. Ce discours que vous allez entendre va être prononcé en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Monsieur le Président, Monsieur le... À peine monte-t-il à la tribune qu'il est sifflé par les journalistes italiens. Ensuite, une coupure de courant l'empêche de parler. Après quelques minutes, les agitateurs sont expulsés. Je dirai mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique.
ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊት ላይ የጋዝ ላክሬሞጀን ያለበት ቦምብ ጣሉ። እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የዛሬ 8 ወር 50 መንግስታት የዓለምን መንግስታት ሕግ የተላለፈ የአጥቂነት ጦርነት መደረጉን አረጋግጠው ካስታወቁ በኋላ ለሕዝቤ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውንም ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ። L'année 1936 marque en pratique la dislocation de la Société des Nations. Son incapacité à agir en Asie, en Rhénanie, en Éthiopie, la prive de tout crédit et bientôt de toute énergie. L'idée d'arbitrage international est naufragée pour longtemps. En France, en mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives. L'alliance électorale nouée 2 ans plus tôt entre le Parti socialiste, le Parti radical et le Parti communiste soulève un immense espoir parmi les classes populaires. Dans tout le pays, les grèves et les occupations d'usines, de chantiers et de magasins se multiplient pour faire pression sur le patronat et encourager le gouvernement de Léon Blum à accomplir de grandes réformes sociales. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Ces grèves se déroulent de manière pacifique, dans l'allégresse et la joie. Léon Blum conduit des réformes spectaculaires. La semaine de 40 heures et les premiers congés payés qui permettent à beaucoup d'ouvriers de partir en vacances pour la première fois de leur vie. Cet embelli dans des vies difficiles et obscures éclaire la remise du pays au travail. Mais le bonheur est bref, car la montée des périls en Europe arrache bientôt le pays à ses préoccupations intérieures. La guerre d'Espagne éclate en juillet 1936. Sur un mot d'ordre des généraux Franco et Sanjurjo, des garnisons se soulèvent dans tout le pays. Les rebelles n'ont pas accepté la victoire du Front Popular, une coalition de gauche qui a remporté les élections en février 1936. À l'annonce du soulèvement, une réaction populaire vigoureuse se lève contre le coup de force. Des milices ouvrières se constituent et s'arment tant bien que mal. La guerre civile commence.